Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du soir, de l'heure du crime. Et ce soir, en particulier, on vous remercie évidemment toujours de votre fidélité à ce rendez-vous sur RTL du lundi au jeudi entre 20h et 21h. À la une de notre émission ce soir, les nouvelles questions qui se posent sur la culpabilité ou non de Michel Fourniret dans l'affaire Estelle Mouzin, ainsi que certains crimes qu'il aurait pu commettre pendant ce que l'on appelle la période blanche, c'est-à-dire les 10 années de 1990 à 2000 où il n'aurait pas fait de victimes pour l'instant identifiées. Avec Michel Marie du Nouveau Détective, nous allons évoquer le témoignage d'une ancienne relation de Michel Fourniret qui a contacté la justice pour signaler qu'il aurait croisé celui-ci le 7 janvier 2003, c'est-à-dire 2 jours avant la disparition d'Estelle Mouzin sur une aire de l'autoroute A4 à quelques kilomètres de Guermantes. Que faut-il penser de ce témoignage apporté de longues années après les faits? Est-il ce témoignage de nature à renforcer l'hypothèse de l'implication de Michel Fourniret qui, précisons-le, n'a pas avoué ses faits lors de sa dernière audition, à l'issue de laquelle il a cependant été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Nous parlerons aussi avec le journaliste Philippe Dufresne de l'article publié dans son journal L'Union l'Ardennais samedi dernier, un article où il révèle qu'un dessin de Michel Fourniret envoyé à un visiteur de prison pourrait être en fait le portrait d'une babysitter assassinée selon Monique Olivier dans leur maison de Belgique alors qu'elle s'occupait de leur fils Selim. Et puis nous aurons également dans cette émission deux éclairages, celui du psychiatre le docteur Daniel Jacques qui a analysé ce dessin que j'évoquais à l'instant et l'éclairage d'un des meilleurs connaisseurs du dossier Fourniret-Olivier, le journaliste Alain Hamon, qui a mené l'enquête sur le couple Fourniret-Olivier dès l'année 2003 et avec qui Michel Fourniret avait d'ailleurs échangé des correspondances et déjà des dessins. Nous en parlons dans quelques instants. À suivre donc. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et rebonsoir donc à toutes et à tous. Une émission préparée comme chaque soir par Justine Vignot avec Amandine Lemaire. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette heure du crime, consacrée donc à ces nouvelles questions qu'on se pose à propos de l'affaire Fourniret. La première de ces questions concerne bien sûr la participation ou non, la responsabilité ou non de Michel Fourniret dans l'enlèvement et la mort d'Estelle Mouzin. Nous en parlons dans un petit instant, donc comme je le disais à l'instant, avec Michel Marie qui a publié dans son journal le Nouveau Détective le 4 décembre dernier un article qui semble, en tout cas, mais il nous donnera tous les détails dans un instant, impliquer véritablement donc Michel Fourniret dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin, puisque c'est un homme qui dit qui connaissait Michel Fourniret et qui dit l'avoir rencontré sur une aire d'autoroute 2 jours avant l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Et puis nous verrons avec Philippe Dufresne, mais on va vérifier tout de suite qu'il est bien en ligne pour le saluer. Bonsoir Philippe Dufresne. Bonsoir Jacques Pradel. Donc journaliste à l'Union l'Ardennais. Et alors vous avez révélé samedi dernier dans votre journal l'existence d'un dessin de Michel Fourniret qui pourrait être le portrait d'une de ses victimes. Vous nous donnez quelques mots d'explication. On se retrouvera après pour que vous nous en disiez plus, bien sûr. D'accord. En fait, c'est un visiteur de prison, plutôt un correspondant, puisque ça se faisait uniquement par courrier, qui était en contact avec Michel Fourniret lorsqu'il était incarcéré en Belgique, qui a correspondu avec lui pendant environ 1 an et demi, 2 ans, et qui avait reçu plusieurs lettres, et notamment 3 dessins
Parmi ces dessins, il y avait ce fameux autoportrait, puisqu'il était présenté comme tel par Michel Fourniret, et qu'il a souhaité nous transmettre au niveau de la rédaction de l'Union Lardonnais. C'est un dessin qui, dès le départ, m'a intrigué, mais honnêtement, il a fallu un petit peu de temps pour comprendre de quoi il s'agissait, et surtout l'aide du docteur Jacques. Oui, alors le docteur Daniel Jacques, expert psychiatre auprès des tribunaux, qui a analysé ces dessins dont vous venez de parler, et qui sera en ligne avec nous à 20h45. Je le dis dès maintenant. Et puis un autre éclairage de l'un des meilleurs connaisseurs de ce dossier, le journaliste Alain Hamon, qui dirige l'agence de presse Credo. Bonsoir Alain Hamon. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoints, parce que en fait, en préparant cette émission, j'ai appris par votre intermédiaire que à l'époque où vous meniez l'enquête avec votre consoeur Fabienne Auxerre sur le couple Fourniret-Olivier, donc dès 2003, dès l'arrestation de Michel Fourniret, vous aviez finalement établi avec lui, votre équipe, un certain nombre de correspondances. Et ces correspondances contenaient parfois déjà des dessins. Oui, des dessins, et bon, très franchement, déjà les lettres de Michel Fourniret, c'est quelque chose. Je veux dire, il faut vraiment avoir envie de comprendre ce qu'il veut. Très alambiqué comme style, voilà, ouais, d'accord. Bon. Et puis de temps en temps très direct aussi, parce qu'un jour il nous a envoyé une lettre pour nous engueuler. Oui. Je peux vous dire que là, c'était pas alambiqué du tout. Bon. Et en effet, il y avait déjà des dessins. On n'a jamais trop su ce que ça voulait dire. C'était pas notre principal souci. Le principal souci, c'était de correspondre avec lui. Bien sûr. Très franchement, on l'a bien eu d'ailleurs, parce que naturellement, le but de la manœuvre, c'était de le faire correspondre avec Fabienne Auxerre, parce que c'est une jeune femme, donc on s'est dit, ça va l'appâter. Oui. Bon, en fin de compte, c'était un véritable collectif qui lui répondait à chaque fois. Oui, et donc, on a correspondu plusieurs mois. Je pense qu'on a une trentaine de lettres de notre part, et autant de réponses de sa part. Et c'est intéressant pour fixer un peu la psychologie de Fourniret. Parce que là, à travers ces lettres-là, on en parlera certainement tout à l'heure, mais là, on s'aperçoit de quoi il peut être capable, même y compris par rapport à son interlocutrice. Parce que si notre journaliste avait été toute seule à mener ce truc-là, je sais pas comment ça aurait pu psychologiquement se terminer pour elle. Parce que, enfin, de toute façon, cette histoire, on a écrit dans notre bouquin en 2007 que personne n'en sortirait indemne. Je crois que personne ne sortira définitivement indemne de cette histoire, même quand Fourniret sera mort. Nous, à l'agence, on n'en est pas sorti indemne. Moi, je n'en suis pas sorti indemne. Je peux même vous dire qu'il y a des moments où je rêve des drôles de trucs. Alors, je rappelle le titre de ce livre, paru donc aux éditions Anne Carrière, donc en 2007, Michel Fourniret et Monique Olivier, un couple diabolique, et on reviendra ensemble sur un certain nombre d'éléments et d'informations que vous avez eues par son intermédiaire direct d'ailleurs, notamment concernant son fils Selim. On va faire une première pause dans cette émission, et puis tout de suite après, on va retrouver donc Michel Marie pour vraiment, avec tous les détails qui ont été, qui ont accompagné ma curiosité en lisant votre article dans le Nouveau Détective, avec les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser sur la valeur, la validité de ce témoignage, parce que un témoin qui fait exploser la Libye de Michel Fourniret, jusqu'à présent, on pensait qu'il n'y avait que les révélations de Monique Olivier. Vous apportez une pierre à cet édifice en disant, il y a eu aussi, parce qu'il a contacté la justice, un homme qui avait connu dans le passé Michel Fourniret et qui l'a reconnu 2 jours avant l'enlèvement d'Estelle Mouzin sur une aire de l'autoroute A4. À suivre donc, et on retrouve donc dans un tout petit instant Michel Marie. 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Le témoin qui a fait tomber Michel Fourniret, c'est le titre de l'article que vous avez publié, Michel Marie, dans le Nouveau Détective le 4 décembre dernier. Alors maintenant, on attend de vous que vous nous donniez le contexte, parce que c'est vrai que la première réaction, c'est de se dire,
pour qu'un témoin, parce qu'il n'a pas parlé évidemment à l'époque où on a arrêté Michel Fourniret, etc., ce témoignage est relativement tardif, mais vous ne pouvez pas le dater, je crois. Approximativement, on peut le dater, ça remonte à un an et demi. Moi, cette info, j'ai 2 sources qui recoupent cette information. Alors, évidemment, je ne les révélerai pas ni à votre antenne, ni jamais. Je ne vous ai posé aucune question de cette nature. Je vous en remercie. Mais ça veut dire que cette information est vérifiée. Alors, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à l'actualité, qui ne s'intéressent pas aux journaux, aux faits divers, aux journaux télévisés, etc. Et c'est le cas de ce témoin. L'histoire est incroyable et elle vient conforter ou confirmer le changement de position de Monique Olivier. Donc ça tombe bien. Ce témoin voit une émission à l'époque où il se décide à prendre contact, non pas avec la justice, mais avec l'association Estelle, qui transmettra à un cabinet d'avocats, qui transmettra à la police. En gros, voilà le cheminement de ce témoignage. Lui, lorsqu'il voit il voit pour la première fois une émission télévisée, alors je ne sais pas laquelle, où on parle de Fourniret, on parle d'Estelle Mouzin, on parle de Guermantes, et il lui revient qu'il était dans la région et très précisément à côté de Guermantes, sur une aire d'autoroute, sur l'autoroute A4. L'aire de Ferrières. C'est ça, c'est la première aire, quand on sort de Guermantes, qu'on prend l'autoroute, c'est la première aire de stationnement. Et il écoute cette émission avec beaucoup d'intérêt parce que il connaissait Michel Fourniret. Il avait travaillé avec lui Ils avaient travaillé ensemble dans les Ardennes. Ils se connaissaient bien. Ils étaient plutôt copains, on va dire. Et ce qu'il explique, il explique la chose suivante. Il dit que ce jour-là, alors j'ai pas l'heure, il se gare sur cette aire d'autoroute pour aller soulager un besoin pressant. Et là, il voit une camionnette. Un homme descend de cette camionnette et il reconnaît Michel Fourniret. Il y a de la buée sur les vitres et il est pas sûr, mais il y avait peut-être quelqu'un avec lui dans la camionnette. Mais ça, il est pas formel. Mais il lui parle ou... Ils se font un petit signe de la main à distance. Fourniret a l'air assez gêné de croiser cet homme qu'il connaît à cet endroit. Et d'ailleurs, cet homme, ce témoin, n'insiste pas, il lui fait coucou et il va faire ce qu'il a à faire. Et quand il revient après des toilettes, la camionnette de Fourniret a disparu. N'est plus là. Voilà. Et c'est de cet événement dont il se souvient parce que on parle dans une émission de télévision de non seulement de l'affaire Fourniret, mais aussi de l'affaire Estelle Mouzin. Alors, je vous cacherai pas que on a connu ça avec Patrick Menet quand on faisait sur TF1 l'émission Témoin numéro 1, à la plus grande surprise d'ailleurs, à la fois du public, mais aussi et surtout des enquêteurs et des magistrats, un certain nombre de personnes ont contacté notre émission à l'époque, quelquefois 10 ans, 15 ans après les faits, pour apporter des témoignages qui, en tout cas, ont été pris très au sérieux par la justice à l'époque. Mais là, je vous pose une question, je suis l'avocat du diable, hein, évidemment. La question, c'est cet homme-là, donc il attend longtemps pour avoir ce souvenir, mais il savait que Michel Fourniret était depuis 2003 arrêté et était l'un des tueurs en série les plus connus quand même de France, quoi. Non, cet homme ne s'intéresse pas à l'actualité criminelle et judiciaire. Il est dans son monde. Il y a des gens qui ne s'intéressent absolument pas à ce que l'on fait. Et il découvre au détour d'une émission. Il découvre tout ça en même temps. Il se dit, Fourniret, moi je le connaissais bien. On a travaillé ensemble. Et c'est curieux parce que l'émission était très détaillée et Fourniret niait farouchement les faits. Il niait même être passé à Guermantes, et c'est là qu'il fait le rapprochement en disant mais si, il est passé à Guermantes parce que moi je l'ai vu et en plus il est sûr de la date parce qu'il va à un enterrement d'un membre de sa famille. Ça c'était l'autre question que je vous posais, comment pouvait-il être sûr que c'était le 7 janvier 2003 pardon. Oui. Il rentrait d'un enterrement et c'est quelque chose qu'il avait non seulement marqué, mais il avait encore les documents qui le prouvaient, parce qu'il
donné la date. Cet homme a été entendu par la, oui, tout à fait. par la justice. Il a été entendu à plusieurs reprises, mais il a été entendu par la police judiciaire en un premier temps, l'OCRVP, et ensuite il a été entendu par les gendarmes plus récemment, qui ont repris une partie du dossier. Alors après, quelle est la valeur de ce témoignage? Je suis pas voyant ni extra-lucide, mais en tout cas, ça existe. J'ai recoupé à 2 reprises cette information. Elle existe et ça existe dans le dossier. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure parce qu'il y a également dans votre article une autre révélation. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était une révélation sur laquelle je voudrais vous faire parler. Mais d'abord, votre point de vue, Alain Hamon. Écoutez, Michel Marie ne fréquente pas que les tueurs en série, il fréquente aussi les voyous. Et depuis 30 ans quasiment, un peu comme moi aussi d'ailleurs. Je dirais qu'une seule chose, c'est que si Michel Fourniret était un voyou dans cette histoire-là, il dirait j'étais peut-être à Guermantes 2 jours avant, mais prouver que j'y étais le jour de la disparition de la petite Estelle Mouzin. Enfin, jusqu'à présent, il disait j'étais pas là du tout parce que j'étais chez moi en Belgique et je donnais un coup de téléphone à mon fils. Il a aussi, mais il a aussi changé puisque c'est lui qui a semé des petits cailloux pour qu'on s'intéresse à lui dans l'affaire Estelle Mouzin. Et la deuxième chose que je dirais, et à mon avis personnellement, c'est ce que je dirais à partir de maintenant toujours, c'est que il y a plein de gens, et notamment dans le monde judiciaire, qui dans l'affaire Estelle Mouzin lancent des trucs. Attention, je me fais pas l'avocat de Fourniret du tout, mais qui lancent des trucs, qui lancent des suppositions. On prête corrige, quoi. Voilà. Sauf que il y a une personne. Et alors là, je trouve qu'il faut drôlement le saluer, c'est le père d'Estelle. Parce que le père d'Estelle, malgré toutes ces suppositions, malgré tout ce qu'on lit, malgré tout ce qu'on entend, y compris des gens qui travaillent dans le monde judiciaire, malgré tout ça, lui, il dit, pour l'instant, moi, les aveux de Fourniret sont des aveux en creux, ce ne sont pas des aveux définitif. Moi, j'attends de voir. Et d'ailleurs, il a cessé de faire des déclarations à la presse. Et ça, alors là, je veux dire, je trouve que c'est une position particulièrement importante à soulever. Alors, cela dit, ce qui est intéressant, votre article, c'est un premier stade, si j'ose dire, Michel Marie, parce que maintenant... je le rappelais d'ailleurs tout à l'heure, Michel Fourniret a été mis en examen à l'issue de son édition, au cours de laquelle, à notre connaissance, il n'a pas avoué quoi que ce soit concernant Estelle Mouzin, mais il était mis donc en examen pour enlèvement, séquestration suivi de mort. Donc on peut imaginer que le témoignage auquel vous faites référence dans cet article va être encore plus, si j'ose dire, exploité qu'auparavant. Alors, si vous voulez, il y a beaucoup de choses. D'abord, ça vient en cascade dans une enquête judiciaire aussi longue que celle-ci. Pendant des années, Monique Olivier a couvert Michel Fourniret en disant, elle lui servait d'alibi, en disant qu'ils étaient ensemble à Sarcustine et qu'il a téléphoné à son fils et qu'il n'a pas réussi à le joindre. Et d'ailleurs, pendant des années, c'est ce qu'opposaient les enquêteurs à l'époque en disant mais ça peut pas. C'est pour ça que Fourniret a eu un non-lieu d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ça n'a pas été plus loin. Et là, ce qui se passe, c'est que Monique Olivier s'effondre. Et elle lâche l'alibi, elle ne couvre plus Michel Fourniret. Alors, une pause tout de suite, et puis dans un petit instant, on va continuer à en parler parce que on a aussi les déclarations de maître, son avocat, maître Richard Delgenès, merci, qu'on va entendre dans un petit instant. Et puis il y a cet élément supplémentaire que vous publiez également dans le même article du Nouveau Détective. À tout de suite. 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Jacques Pradel. Jusqu'à 21h sur RTL. Et nous sommes en compagnie de journaliste Michel Marie, du Nouveau Détective, d'Alain Hamon, le directeur de l'agence de presse Credo. Philippe Dufresne est au bout du fil, on va le rejoindre dans quelques instants. Il a pour la révélation qu'il a faite le week-end dernier. Et puis nous aurons, je le rappelle pour mémoire, le docteur Daniel Jacques, l'expert psychiatre auprès des tribunaux, qui a justement analysé plusieurs dessins dont parle donc Philippe Dufresne dans son article. Mais d'abord, je voudrais qu'on va revenir avec Michel Marie sur cette fameuse article.
Mais d'abord, je voudrais qu'on entende, c'est très bref, hein, vous allez voir, ce sont les réactions justement qui sont très proches finalement des réactions qu'a eu Alain Hamon tout à l'heure, donc de l'avocat de Monique Olivier, donc Richard Delgenès, pardon. Et puis on entendra également une réaction extrêmement prudente aussi de maître Didier Seban, qui est avec maître Corinne Herman, l'avocat d'Éric Mouzin. Alors écoutons d'abord la réaction de maître Richard Delgenès. Monique Olivier a parlé aujourd'hui et pour la première fois, elle déclare, elle est catégorique, qu'elle a menti pour le dédouaner. C'est ce qu'explique son avocat, maître Richard Delgenès. Monique Olivier a indiqué à la juge d'instruction qu'elle avait bien passé un appel au fils de Michel Fourniret le 9 janvier 2003 à la demande de Michel Fourniret, ce qui signifie que Michel Fourniret n'était pas à Sarcustine en Belgique le jour de la disparition d'Estelle Mouzin. Voilà, c'est Richard Delgenès, c'est au micro d'Isabelle Choquet. Et maintenant la réaction de maître Seban après l'annonce donc de la mise en examen de Michel Fourniret. Près de 17 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, Michel Fourniret a donc été mis en examen hier après 3 heures d'audition. Le tueur en série est inculpé pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Rien n'indique qu'il ait avoué le meurtre devant les enquêteurs, d'où la prudence ce matin de Didier Seban, l'avocat de la famille d'Estelle Mouzin. Ce que nous savons, c'est qu'il faut examiner chacun des propos de Michel Fourniret dans le détail parce que vous le savez qu'il joue avec les juges, il joue avec les enquêteurs et quelquefois dans ces non-réponses, il y a des réponses. Comme souvent, il s'était désigné déjà comme l'auteur de l'enlèvement d'Estelle Mouzin en indiquant qu'il voulait être jugé pour cette affaire. C'est peut-être des années qui ont été perdues. On a longtemps refusé cette piste. C'est un long chemin. Nous le savons dans toutes les affaires avec Michel Fourniret. Nous sommes convaincus qu'on va savoir la vérité sur la disparition d'Estelle. Alors Michel Marie, dans cet article, vous racontez que je ne sais pas quel prénom il faut donner à votre témoin parce que vous lui avez donné un prénom d'emprunt, Guillaume, je crois, dans votre article. On va continuer à l'appeler Guillaume. Ouais. Et vous dites qu'en fait, ce Guillaume, on a retrouvé son nom dans la cellule de Michel Fourniret. Oui, tout à fait. Il y a eu une fouille dans la cellule de Michel Fourniret et à l'occasion de cette fouille, un certain nombre de post-it ont été décollés du mur et sur un post-it, il y avait le prénom et le nom de ce témoin. C'est une information qui est vérifiée. Oui. Ça peut faire froid dans le dos, c'est-à-dire qu'on peut se demander pourquoi Michel Fourniret avait ce nom un peu comme un pense-bête sur le mur de sa cellule. Est-ce qu'il avait l'intention d'essayer de le faire exécuter? Est-ce qu'il avait compris que c'était le grain de sable dans son alibi, dans son alibi? Bien sûr, oui. Alors tant qu'il y avait Monique Olivier qui était en paravent et qui le couvrait, ça allait à peu près bien. Oui. Maintenant, tout s'effondre. Monique Olivier le lâche. La co-détenue donne des informations très intéressantes et du coup Michel Fourniret, les choses s'accélèrent et Michel Fourniret se trouve face à une réelle difficulté parce que là il peut plus expliquer qu'il était à Sarcustine chez lui en train de passer son coup de téléphone. Donc voilà, Alain Hamon un détail de plus mais qui pourrait indiquer que Michel Fourniret avait reconnu lui-même le témoin. Oui, je vais rajouter une chose, après avoir entendu Maître Seban, il a raison. Le problème, c'est que dans cette histoire, la justice, mais l'ensemble du système judiciaire, et nous en faisons partie, l'ensemble du système judiciaire, en 2007-2008, beaucoup de gens de ce système judiciaire voulaient à tout prix le procès de Charleville. Ils l'ont voulu, leur procès. Le procureur de la République de Charleville, qui entre parenthèses a été mauvais comme un cochon à l'audience, ils le voulaient, leur procès. Donc ils l'ont eu, leur procès. Oui. Sauf que s'ils avaient attendu un peu, pour au minimum, voilà, oui, au minimum, on aurait jugé un peu plus tard, mais en même temps, on aurait jugé Fourniret pour l'affaire Parish et pour l'affaire Domès. Oui. Peut-être pas pour l'affaire Estelle Mouzin, mais pour deux affaires. Il l'avait demandé, apparemment. Lui, il avait demandé, mais on pouvait aussi imaginer qu'il demandait ça pour faire reculer l'échéance. Oui. Mais la justice aurait pu
attendre un peu. Mais ils le voulaient tous, leur procès. Alors ils l'ont eu. Et maintenant, ils sont obligés d'en refaire d'autres, d'en refaire d'autres, d'en faire d'autres. À mon avis, Michel Fourniret va mourir en prison. On cherchera encore des victimes de Michel Fourniret, quoi, je veux dire. Mais il faut préciser également que le procès le procès de Charleville-Mézières était un procès commun entre la France et la Belgique. Il y avait eu un accord de ministère de la Justice et ministère de la Justice. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'avait pas été tout à fait. Ça aurait pu être un embryon de justice européenne, d'ailleurs, mais enfin, oui, bah voilà. Raté. Bon, oui, c'est resté au stade d'embryon. Bon, donc en fait là-dessus, on ferme le banc parce que maintenant, il reste, voilà, le temps judiciaire n'est pas le temps des journalistes ni de l'opinion, bien sûr. Tout le monde est un peu pressé d'en savoir plus sur le fait de savoir si oui ou non Michel Fourniret est impliqué ou implicable avec des preuves irréfutables dans ce dossier. On ne peut rien dire de plus aujourd'hui. En fait. C'est compliqué, si vous voulez. Les seules choses qui pourraient faire bouger, qui pourraient éventuellement faire bouger le dossier, c'est que des fouilles soient organisées dans un temps proche et qu'on découvre quelque chose. Il me semble que c'est en projet. Est-ce que ça sera demain ou bien est-ce que ça sera dans un mois? Mais en tout cas, ça va avoir lieu. Il y a des endroits qui n'ont pas encore été fouillés et qui vont continuer à l'être, qui vont l'être parce que il y a beaucoup de corps qui manquent dans ce dossier et en souhaitant que ça donne un coup d'accélérateur à cette enquête. Mais une fois de plus, je pense que le procès de Charleville-Mézières, on y était tous les deux avec Alain Hamon. Moi, je pense qu'il y a un moment où il faut commencer à travailler, à juger. Il y avait refaire l'histoire. Voilà, il y avait tous ces dossiers qui étaient en attente. Il fallait donner une réponse judiciaire. Elle est tombée. Et puis ensuite, il y a d'autres dossiers qui viennent. Fourniret, c'est un il a tellement on le soupçonne de tellement de crimes qu'on ne pourra jamais le juger pour l'ensemble de son œuvre. Donc on fait ce qu'on peut. Oui, vous savez ce qui est terrible, Jacques, c'est que c'est bien les supputations, c'est bien de dire il a peut-être tué un tel, il a peut-être tué une telle, parce que c'est souvent une telle plutôt qu'un tel. C'est bien. Ok, d'accord, très bien. Sauf que ça donne de l'espoir à des gens qui ont perdu des enfants, et que si on ne met pas un résultat sur ces espoirs, ils resteront avec ça, les familles resteront avec ça. Le cas de la famille. Il y a des moments où il faut faire aussi un petit peu attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et c'est peut-être mieux que de ne rien faire du tout. Oui, non, alors bon, mes amis, on n'est pas là pour un débat, c'est pas le genre de la maison. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais simplement vous dire. Non, j'avais quelque chose de très sensé à dire, mais je viens de perdre le fil de mes idées. Mais c'est pas grave. De toute façon, après la pause, on va retrouver Philippe Dufresne, journaliste de l'Union Lardonnais, et avec qui on va pouvoir se reposer les questions qu'on se pose, mais souvent sur des victimes même non identifiées de Michel Fourniret, puisque lui dit, il nous raconte l'histoire d'un dessin. Il va aller plus loin dans un tout petit instant. L'histoire d'un dessin qui représente peut-être le portrait, le visage d'une des victimes de Michel Fourniret. L'heure du crime. Sur RTL. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Les nouvelles questions qu'on se pose à propos, j'allais dire, entre guillemets, de la carrière criminelle de Michel Fourniret. Ces questions sont enrichies à nouveau depuis le week-end dernier par la publication dans le journal L'Union Lardonnais par le journaliste Philippe Dufresne qui est en ligne avec nous. S'enrichissent donc ces questions de l'article que vous avez publié dans votre journal sous le titre, Philippe Dufresne, les messages cachés de Fourniret. C'est-à-dire que le dessin dont vous allez nous parler serait peut-être une sorte de message codé désignant une de ses victimes. Alors, en fait, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Alain il y a 2 minutes. Il y a tout à fait l'idée de petits cailloux que sème régulièrement
Michel Fourniret, donc avec toujours la possibilité de fausse piste, bien entendu. Dans ce cadre-là, donc comme j'expliquais tout à l'heure, la rédaction a reçu un dessin d'un correspondant de Michel Fourniret, dessin qui était intitulé Autoportrait de points Michel Fourniret. Ça fait à peu près un an, donc on s'est pas spécialement pressé, parce que d'abord il faut vérifier, ensuite il faut essayer de comprendre, puis c'est pas parce que Michel Fourniret dit voilà c'est ça que c'est forcément ça. Donc en réfléchissant bien, c'est un dessin qui représente un page, on va dire. C'est un personnage adolescent de profil coiffé d'un bonnet phrygien. Donc on est tout de suite dans des choses un petit peu compliquées, un peu tirées par les cheveux pour essayer de voir de quoi il en est. Rapidement, au bout de quelques mois, si c'est pas possible, ça peut pas être le portrait de Michel Fourniret. D'abord sur des profils, c'est évident que ça ressemble pas du tout à ça. Et puis à force de gratter, à force de recouper, etc. Moi j'ai croisé la route et notamment quelques articles de mes collègues belges et français datant de 2004, époque à laquelle Monique Olivier parle de plusieurs babysitters, plusieurs jeunes filles au pair qui sont embauchées par le couple. Certaines ont été retrouvées, sont vivantes. Je crois qu'il y en a une qui est en Allemagne ou au Danemark, de mémoire. Mais notamment une qu'elle dit, pour laquelle elle accuse clairement son mari de l'avoir étranglée dans la cuisine à Sarcustine. Mes collègues de l'époque font une enquête de voisinage, rencontrent des voisins qui décrivent effectivement une jeune fille au pair, donc elle a bien existé, qui a disparu du jour au lendemain pendant l'été 93. Et puis, voilà, physiquement, il parle d'une jeune fille blonde, coiffée en carré, avec des franges sur le front. D'ailleurs, il y a un portrait robot qui est établi à l'époque. Et franchement, quand on regarde le dessin en question, on se dit, mais mince, il y a quand même beaucoup de coïncidences. Mais alors, revenons là sur ce que dit, en tout cas, Monique Olivier, elle dit, ça s'est passé à l'été 1993, donc dans la fameuse période blanche. Début de la période blanche. Voilà, début de la période blanche. Et elle dit, il l'a étranglée. Elle dit que elle a assisté à l'assassinat de cette jeune fille. Alors c'est toujours étrange avec les positions de Monique Olivier, parce qu'à la fois elle est très précise. Elle explique, voilà, ça a été pratiquement une pulsion, il l'a étranglée dans la cuisine à Sarcustine, mais en revanche elle est incapable de donner un prénom. Oui, alors qu'elle dit que Michel Fourniret, vous en parlez dans votre article, elle dit que Michel Fourniret lui avait demandé de passer une annonce dans la presse pour recruter une babysitter. Donc on a du mal à comprendre que le prénom de cette jeune fille lui soit sorti de la tête, quoi. Tout à fait. Alors bon, après il y a des points de vue d'experts psychiatres qui sont intéressants peut-être de voir tout à l'heure. Ah oui, ça on va parler avec le docteur Jacques. Bon, et c'est aussi, ça peut être tout simplement d'avoir menti au début, mais ce qui est sûr, c'est que les propos de Monique Olivier sont pris suffisamment au sérieux pour que la police belge engage des recherches et des fouilles, notamment dans le jardin de Sarcustine. Oui, parce que elle donne quand même des éléments. Alors je sais pas, ces éléments, j'imagine, font partie de procès-verbaux d'interrogatoire qui ont fuité, non je vais pas vous demander comment vous les êtes procurés, mais ils sont très précis. Oui, voilà, bien sûr. Mais ils sont très précis dans les dates, puisqu'elle parle de la nuit du 8 au 9 août 1993. Voilà, et il y a des propos qui sont rapportés par la presse française à l'époque, qui expliquent que ça suivrait une soirée un peu festive dans le village de Sarcustine, au cours de laquelle la jeune fille en question a un début de flirt avec un adolescent, ce qui va déclencher une colère et une espèce de crise de jalousie de Michel Fourniret, et dans les 48 heures qui suivent, elle disparaît. Et là encore, Monique Olivier reste très très brouillon, parce qu'elle a au moins 4 interlocutrices différentes à qui elle va expliquer que ils ont ramené la jeune fille chez elle. Alors pour l'une c'est à Bruxelles, l'autre c'est Nouzonville dans les Ardennes, une autre c'est Charleville-Mézières, toujours dans les Ardennes, et une dernière c'est à Versailles. D'accord. Alors, encore un élément après je donnerai la parole aussi à Alain Hamon, et puis ensuite on a ce rendez-vous en ligne avec le docteur Daniel Jacques, qui a interprété finalement, mais en tant que psychiatre cette fois, le message éventuellement caché dans ce dessin. La personne qui vous a transmis la
copie d'un certain nombre de lettres que lui avait fait parvenir Michel Fourniret, et ainsi que 3 dessins, ce que vous avez précisé il y a un instant. Cette personne donc vous dit que, et vous le vérifiez, je crois, mais il y a un texte qui accompagne ce dessin. Chaque dessin est accompagné d'un texte. Voilà. Et le texte, alors vraiment très étrange. Des dessins en noir et blanc, c'est ça, avec une signature faite au bic bleu. Au bic bleu, voilà. Et alors le texte, en guise de cadeau de bonne année et de Noël, recevez ce bien modeste compagnon, son numéro et celui de la cellule qu'il a partagé en ma seule compagnie en 2004, lui collé au mur, moi le regardant parfois. Nous avons échangé des pensées qui éloignent les soupirs. Peut-être vous confiera-t-il en secret ce que je lui dis souvent. Bof. Voilà, bof, et donc c'est B-O-F. Ils sont éloignés les uns des autres. En regardant tout ça de près, c'est truffé d'interrogations. Le fameux numéro qu'il indique, se trouve de l'autre côté de la feuille, c'est un 8. Ouais. Or, en vérifiant, c'est pas le numéro de sa cellule. Donc pourquoi? Il n'y a rien de gratuit chez Michel Fourniret, c'est souvent très compliqué, mais il n'y a rien de gratuit. Moi, le beauf, ça m'a rappelé immédiatement ce fameux mec que Michel Fourniret lance à Maître Seban. J'ai pu en discuter avec lui il y a peu, lors des assises à Versailles, et il s'empresse de dire, mec, ça veut dire monsieur extrêmement courtois, donc c'est toujours codé. Monsieur extrêmement courtois, voilà, mec, il a dit, voilà ce que j'ai voulu dire quand je vous ai appelé mec. Voilà, d'accord. Alors écoutez, on met quelques points de suspension, on fait une pause, et puis ensuite on vient à Alain Hamon, et à vous, bien sûr, et au docteur Daniel Jacques. L'heure du crime. Sur RTL. RTL Matin. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Les questions qui se posent toujours, évidemment, questions sans réponse pour l'instant, sur l'implication de Michel Fourniret d'une part, dans l'enlèvement, la séquestration suivie de mort, pour reprendre les termes de sa mise en examen concernant Estelle Mouzin, et puis les questions dont on parle depuis un instant avec le journaliste Philippe Dufresne à propos de ce dessin, donc bonnet phrygien, numéro de cellule derrière, etc. Alain Hamon, qui est près de moi, tout près, je vous ai vu réagir quand vous avez entendu la description exacte de ce dessin. Juste me permettre, il y a 2 autres dessins quand même intéressants. Il y en a un deuxième, c'est un arc-en-ciel. Et le troisième et dernier qui accompagne une espèce de lettre de rupture où c'est très Fourniret, il ne dit pas « je ne veux plus vous écrire », il dit « je vous ordonne, je vous demande de vous éloigner de moi ». Finalement, c'est encore lui la victime. Et celui-ci, c'est un homme avec une loupe, un peu comme Sherlock Holmes, en train de regarder un caméléon. Un caméléon, d'accord. Voilà. Vous avez 3 dessins que ce monsieur avait reçus et qui sont vraiment particuliers. Visiblement, il les a envoyés à pas mal de gens. Félicitations Philippe Dufresne pour le boulot qui a été fait par lui et ses collègues sur le dessin de ce personnage, ce page au bonnet phrygien. On verra dans un tout petit instant ce qu'en pense le psychiatre Daniel. Voilà. Mais dans les lettres et dans les dessins dont vous parliez au tout début de l'émission, que nous avons reçus à l'agence en échangeant de la correspondance avec Fourniret. Vous avez envoyé des dessins comparables. Des dessins, mais celui-là. Non, mais celui-là. Alors c'est intéressant parce que pourquoi à ce moment-là insiste-t-il pour que ce dessin soit adressé à des interlocuteurs? Parce que au-delà du simple fait qu'il écrive la même chose à plusieurs personnes, moi ce qui m'intéresse c'est qu'il a manifestement un message à faire passer. Sinon je vois pas pourquoi il s'acharnerait à passer le même. Oui Philippe. Sauf que, comme on le disait aussi au début de l'émission, j'ai peur que par moment aussi il n'y ait pas de message non plus dans ce que raconte Fourniret. On a un psychiatre qui a une analyse assez intéressante. On va lui donner. Vous avez raison, on va lui donner la parole tout de suite. Le docteur Daniel Jacques est en ligne. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, on va vous laisser parler pour nous expliquer. Donc, vous, quand vous avez eu en main ces dessins, on va dire, mais parlons de celui avec le bonnet phrygien, le numéro de la cellule, etc., ça vous a... Alors, c'est une lecture, évidemment... de psychiatre ou de psychanalyste, je ne sais pas, c'est à vous de me dire, pourquoi ce dessin vous a fait penser à un message codé? C'est parce que j'ai quand même discuté longuement avec Fourniret quand il était à la prison de Châlons, de choses et d'autres, parce que c'est lui qui a voulu me voir en disant que ça serait formateur pour moi de discuter avec lui. Ce qui
qui montre bien sa personnalité très narcissique. Il en manque pas une, oui. Oui. Donc, si vous voulez, on a vraiment parlé de choses et d'autres, de sa vie. Au début, il a beaucoup parlé du pourquoi de ce qu'il avait fait. Enfin, vous êtes au courant de la virginité, toutes ces choses-là, etc. Oui. Bon. Alors, je pense qu'il y a eu tout ça au départ. Il m'a livré pas tellement de choses directes sur sa vie, mais à travers ce qu'il m'a dit, moi je suis persuadé que pendant la période blanche, il s'est passé des choses. Ça, c'est à peu près sûr. Bon, il m'a écrit après, quand il était en prison à la Santé, puis avec Guy Saïm à plusieurs reprises. Bon, faut voir les lettres, je les ai montrées à Monsieur Dufresne, quelques-unes. Je dis pas que c'est délirant, mais ça va dans tous les sens, quoi. Il écrit tout, n'importe quoi. Faut décrypter ce qu'il veut dire. Il y a des choses intéressantes, d'autres moins. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je pense qu'à partir de son dessin, on peut envisager, attention, faut être très prudent dans ce que j'ai dit à Monsieur Dufresne. Il n'y a pas aucune certitude. Vous êtes tous prudents, Philippe Dufresne lui, également, vous aussi, mais vous donnez quand même une grille d'explication qui est quand même troublante. On peut avoir des grilles d'explication. Premièrement, bon, la signature, c'est de lui, parce que j'en ai plusieurs sur les lettres, elles correspondent tout à fait. Ça, c'est une chose. Le dessin, il dessine bien, ça peut être de lui le dessin, mais c'est pas un autoportrait. Ça, c'est certain. C'est un page, sûrement, d'origine française, parce qu'il y a le bonnet phrygien, il aime bien les symboles comme ça. Oui. Et puis Mais vous y voyez le visage d'une femme? Ah oui, alors que vous dites c'est un page. Oui, parce qu'avec le bonnet, la jeunesse fait plus page, si vous voulez. C'est une femme, quoi. Et elle a un petit peu le profil de Monique Fourniret, d'ailleurs. C'est très curieux. Un petit peu. Et puis alors, il y a tout ce collier avec des trucs. Il y en a 7, 8. Et donc, 7. Il y en a 7. Et on peut penser que ça serait la 8e victime. Voilà, c'est une supposition. Quand il y a un autre dessin, là, c'est un camé. Et je pense que la loupe, quand il marque caméléon, il adore ce genre de choses. Ça veut dire regarder le camé à la loupe. Il ajoute caméléon parce que il adore ces jeux de mots continuellement. Ça, j'en ai vu plein comme ça. Donc ça, il y a une possibilité là qui donne une orientation vers ce qu'il a fait, parce que il n'a aucune. J'ai essayé de sonder avec lui. Je lui avais même écrit ça. Il m'a envoyé promener quand j'avais parlé de culpabilité, remords, regrets, etc. Il est absolument impossible pour lui d'avoir ce genre de choses. Il reste fier de ce qu'il a fait. Moi, je pense qu'il a dévié progressivement cette histoire de virginité, si vous voulez, dans une espèce de haine féminine envers les femmes. Et que c'est ça qui l'a conduit dans cette pulsion mortifère à tuer sans chercher forcément à chaque fois des relations sexuelles. C'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir d'autres meurtres dans la période blanche. Mais je reviens, moi, à cet autoportrait, appelons-le comme ça, puisqu'il l'a nommé comme... C'est autoportrait Michel Fourniret. Donc, en fait, et avec ce bonnet phrygien, et vous dites qu'on peut aller plus loin encore dans les interprétations pour trouver peut-être un prénom qui pourrait être Marianne, les Phrygiens, ou Marie-Anne, ou Marie, etc. Alors, les gens vont se dire, c'est des constructions de psychiatres, mais en même temps, vous êtes psychiatre auprès des tribunaux, et c'est votre boulot, finalement aussi, quand vous examinez quelqu'un comme Michel Fourniret ou comme d'autres, c'est d'essayer de trouver les messages subliminaux, c'est ça? Oui, un peu d'essayer de trouver ce qu'ils veulent dire. Des fois, quand les gens délirent, quand on parle correctement, on n'a pas trop de choses, mais quand ils commencent à être dans des délires, il y a des messages derrière qu'il faut essayer d'approfondir, quoi. On n'arrive pas toujours, faut être honnête, on n'est pas devin non plus. Non, mais enfin bon, c'est intéressant. Et alors, d'autant plus là que, en dehors des déclarations de Monique Olivier, il n'y a rien de concret, de tangible sur l'existence même de cette jeune femme, de cette jeune fille. L'existence, on a quand même le témoignage des voisins. Moi, je renvoie. Philippe Dufresne, du Parisien, du Paris Match et du Soir en 2004, où qui ont dit avoir vu et qui ont décrit. Sur place, et ils ont rencontré notamment Bernadette, qui est une agricultrice, et puis la présidente, je crois, de l'association d'animation de Saint-Christine. Et l'une comme l'autre disent, on a parlé avec cette jeune fille. Il y en a même qui. Mais qu'on ne peut pas confondre avec celles qui ont été retrouvées, dont vous parliez. Celles qui ont été retrouvées, non. A priori, on serait plutôt sur quelqu'un de
plus petite, brune. Voilà, on serait pas du tout dans la même description. Et bien entendu, je parle parce que les enquêteurs belges l'ont largement auditionné et ont fait des recoupements. Oui. Alors, la Belgique, vous m'en parliez hors micro tout à l'heure, Alain Hamon, parce que dès ses premières auditions en Belgique, rappelons-le, il est arrêté en 2003, donc il va passer près d'un an, non, en prison, voire plus, non, en Belgique. Plus. Et déjà, il a les mêmes discours, il fait déjà des dessins, donc à l'époque aussi. Apparemment, il fait des dessins puisque Philippe Dufresne a récupéré celui-là qui provient de quelqu'un qui était en prison avec Fourniret en Belgique. Donc, il date de celle-là. Nous, le même dessin, on le reçoit. Très franchement, je me souviens plus exactement. Enfin, c'est 2004-2005. On le reçoit ou en 2004 ou en 2005. Mais Philippe a raison de préciser une chose, parce que des histoires de babysitter, il y en a eu quand même au départ. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Et rappelons que pour ce qui concerne celle que vient d'évoquer Philippe Dufresne, c'était sûr, elle était morte. Elle avait été assassinée, etc., etc. Les enquêteurs belges ont attaqué la maison de Sarcustine à la pelleteuse. Pour parler de celle qu'on a retrouvée. Absolument. Mais on n'a pas retrouvé celle-là. Ben non, mais on n'a pas retrouvé celle-là. Mais si elle existe, il faudra peut-être la retrouver. Mais si elle n'existe pas, c'est normal qu'on la retrouve pas. Je veux dire. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour en rester au fait, celle-ci aussi, elle était morte, c'était sûr. On la cherchait, on l'a pas trouvée. Et puis les enquêteurs belges, quand même, ils ont fait un boulot tellement extraordinaire que ils ont lancé des avis de recherche dans les pays européens. Puis un jour, il y a un service de police d'un pays de l'Est qui a appelé les Belges en disant non, mais votre victime, elle est vivante, on l'a. D'accord. Mais vous, plus intéressant, c'est que si y en a une qui existe, on peut la trouver. Avec tout le battage médiatique qu'il y a pu y avoir à un moment donné, bien sûr, on finit, et les preuves en est, dans ce que dit Alain Hamon à l'instant, dans ce cas-là, on peut la retrouver. Mais en parlant de dessin, il y a un autre dessin qui est baptisé la maison de justice d'après Fourniret ou quelque chose de genre, je pense qu'Alain Hamon voit certainement de quoi je parle. Une espèce de maison avec vaguement un tribunal à l'intérieur, autour duquel il y a différents nuages, et parmi l'un des nuages, qu'il appelle le cumulus de la pollution des esprits, on retrouve quand même marqué Mouzin, Domès, Paris, jeune fille au père. Voilà. Et dans le long, c'est quand même qu'il y en a au moins deux pour lesquels malheureusement on a une idée de comment ça s'est fini. Enfin, écoutez, en tout cas, c'est une contribution que vous venez de faire. J'imagine que votre article a été lu aussi par des magistrats, par des policiers certainement, et que il va y avoir une analyse dans l'analyse, non, à partir de maintenant. Moi, j'ai fait suivre le dessin, notamment, avec qui de droit, parce que bon, c'est quand même utile. Après, il faut faire toujours pareil, est-ce qu'il y a manipulation ou pas, faut toujours faire attention. Mais il y a un an de réflexion, de toute façon, il n'est pas question sur des dessins venant de Fourniret, d'abord de ne pas les vérifier, et ensuite d'aller très vite. Alors, ce qu'il faut dire aussi, et là, je voudrais redonner la parole quelques instants à Michel Marie, parce qu'on en avait parlé hors micro ensemble, c'est que dans l'enquête est faite par des hommes, parfois par des gendarmes, parfois par la police nationale, et il y a des ratés aussi parce que l'erreur est humaine. Et est-ce qu'on n'est pas aussi dans les difficultés qu'on a à reconstituer le parcours criminel de Fourniret devant ce genre d'évidence? Alors, moi je parlerai pas de raté, je pense qu'il y a une progression dans l'enquête. Il y a une progression dans l'enquête. On a critiqué la police judiciaire de Versailles de ne pas s'être intéressée à cette piste. Ils s'y sont intéressés, sauf que là où les choses se bousculent, c'est quand Monique Olivier lâche sur la Libye et que d'autres témoignages arrivent. Donc c'est pas des ratés, il y a un coup de pas de chance sur le timing, et c'était pas le bon moment. Mais tout le monde a beaucoup travaillé sur cette histoire, policiers comme gendarmes. Oui, Alain Hamon. Simplement pour fixer un peu les esprits sur ce que peut dire et raconter la rouerie de Fourniret. Le 27 décembre 2004, dans une des lettres qu'il nous envoie, Monique Olivier a commencé à le balancer aux policiers belges 10 mois plus tôt. Et il nous écrit: Monique Olivier est hautement coupable de son innocence. Elle est coupable d'avoir espéré renaître et revivre après m'avoir rencontré. Elle est coupable de sottise, de peur, de désarroi, d'obéissance, aveugle et terrorisée. Pourquoi? Mais tout simplement parce que comme elle vient de le balancer 10 mois plus tôt, en disant ça, il espère qu'il va fiche par terre
ces accusations de Monique Olivier. Bon, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous. L'émission est maintenant terminée.